Bien, alors bonjour à toutes et à tous. C'est donc aujourd'hui le dernier cours de ce semestre. Avant d'aborder juste donc en point final, point d'orgue si on veut, la question de la sémantique grammaticale avec une très brève introduction à la linguistique de Gustave Guillaume, je voudrais revenir un instant sur un point précis du chapitre qu'on a vu la dernière fois sur la formation d'unités lexicales, et en particulier à propos d'un exemple qui est tiré donc de ce commentaire que j'avais fait la dernière fois des mots nouveaux du Larousse et du Robert. C'est au sujet du mot bigorexie, parce que je me souviens que j'avais émis des hypothèses autour de... Enfin, je voyais cela comme un mélange entre bigoterie et anorexie, et en fait, c'était vraiment une étymologie populaire fausse. En réalité, donc, quand on regarde un peu la définition du petit Robert électronique, il est précisé que c'est un anglicisme, donc je suis allé voir dans l'OED, donc, qui est le dictionnaire d'Oxford, comment le mot bigorexia est défini, et donc il est défini comme étant formé par composition à partir de big et de anorexia. Et donc le mot apparaîtrait manifestement en 1985 dans une revue avec donc cette définition, dysmorphie musculaire. Et la dysmorphie musculaire est définie dans une autre entrée en tant que telle dans le même dictionnaire OED. Comme un désordre psychologique caractérisé par l'extrême préoccupation au sujet des muscles. Donc en gros, c'est un peu comme ce qu'on appelle en français de la dysmorphophobie, c'est-à-dire des gens qui sont déjà très très musclés et qui ont l'impression d'être trop maigres ou d'être pas assez musclés, etc. Donc, eux disent que c'est une composition avec big et anorexie, anorexia, mais on a quand même l'impression que c'est un peu un mot valise, quoi, parce qu'ils ont isolé, le A de anorexie disparaît, etc. Enfin bref, c'était simplement pour corriger une erreur dans le dernier cours. Donc bigorexie, c'est bien big et la première partie du mot, c'est bien big. Alors, maintenant, donc, quelques mots sur Gustave Guillaume. Bon, alors évidemment, en un cours, et je vais faire très bref parce que je voudrais garder du temps pour les questions et puis pour vous présenter un peu pour vous rappeler le sujet de l'examen, puisqu'on ne se revoit pas, enfin si, on se reverra, comme je vous l'ai dit, juste la veille de l'examen en visioconférence. Donc, je vais essayer d'aborder 4 points, mais à chaque fois, ce sera assez rapide. D'abord, quelques concepts un petit peu généraux, et ensuite, on verra 3 systèmes. Alors, vous voyez, déjà, rien que dans ce sommaire, on a déjà la présence importante du concept de système. Et en effet, c'est un concept extrêmement important dans cette théorie linguistique, que certains appellent d'ailleurs parfois la systématique du langage. Mais le nom le plus courant de la linguistique de Gustave Guillaume, c'est la psychomécanique du langage. Psychomécanique, alors c'est un petit peu vieillot avec le mécanique, là, mais bon, c'est quand même le terme qui a été historiquement consacré pour cette école linguistique. Donc certains l'appellent systématique du langage parce que précisément c'est une théorie linguistique qui accorde beaucoup d'importance à la notion de système. On verra dans quel sens. Je vais d'abord commencer par quelques éléments bio-bibliographiques sur Guillaume. Donc Gustave Guillaume, né en 1883, mort en 1960. Il y a une particularité qui explique un peu le destin de la théorie, c'est que c'est un autodidacte, Gustave Guillaume. Il était employé de banque, et un des clients de cette banque était Antoine Meillet, un grand linguiste dont je vais vous dire quelques mots dans un instant. Et il semblerait qu'ils avaient des conversations et qu'un jour Meillet aurait dit à Guillaume venez suivre mes cours
à l'école pratique des hautes études, vous avez l'air d'être un garçon intelligent, etc. Bon, donc Guillaume a 26 ans, et il commence à suivre les cours de Meillet. Alors Meillet, donc rapidement, hein, vous voyez, je vous lirai si vous voulez un peu le détail ça c'est la notice Wikipédia qui est assez bien faite. Quand même, vous voyez, il a formé Benveniste, Marcel Coel, Georges Dumézil, Martinet, Ténière. Vous voyez, vous retrouvez là dans la liste des élèves, enfin des élèves, tout au moins des personnes que Meillet a influencées, soit comme des élèves, des disciples, ou simplement par une influence un peu plus lointaine, toute la linguistique du XXe siècle. Hein. Donc c'est quand même quelqu'un d'extrêmement important, donc, et qui était professeur de linguistique comparée, de grammaire comparée, hein, qui a été lui-même, alors on a parlé de Bréal pour la sémantique, vous voyez, il a suivi les cours de Bréal, donc c'est la génération juste après, il a suivi les cours de Bréal, et de Saussure, hein, à l'école pratique des hautes études. Donc, il transmet une forme de linguistique structurale, si on veut. Bon. Alors donc, Guillaume commence à suivre les cours en 1909, et 10 ans après, il publie son premier livre. Donc, il faut vous dire que il n'a aucun cursus universitaire. Alors, je ne sais pas exactement quelles études il avait fait, Guillaume, mais en tout cas, il n'a pas du tout fait un cursus qui passe par la thèse, par le master ou comment on appelait ça, la maîtrise, etc. C'est un autodidacte passionné, hein, et il suit les cours de Meillet et il publie ce livre 10 ans après, qui est un livre très marquant pour l'époque, intitulé donc Le problème de l'article et sa solution dans la langue française. Vous voyez, déjà, le titre lui-même est assez étrange, et en fait, l'idée générale est de considérer que en latin, il n'y a pas d'article en latin. Hein. On dit, pour dire l'homme est un loup pour l'homme, on dit homo homini lupus. Hein. Il n'y a pas d'article. Donc la question que pose Guillaume, c'est que pourquoi en français et dans d'autres langues romanes, il y a un article, alors que le français vient du latin, il n'y avait pas d'article. Alors qu'est-ce qui a fait que les locuteurs du français, enfin de l'évolution du latin qui est devenu peu à peu une espèce de latin déformé pour arriver jusqu'au français, pourquoi est-ce qu'on a eu besoin à un moment donné de l'article? Et donc il apporte une espèce de solution de nature, disons, psychologique, hein, et il est perçu à ce moment-là, enfin son livre est perçu comme un livre de quelqu'un qui fait de la linguistique comme un psychologue d'une certaine façon. Hein. Donc on dirait aujourd'hui, pour utiliser le vocabulaire contemporain, qu'il adopte, et c'est pour ça aussi qu'il est très intéressant, à la fois du point de vue historique et du point de vue de la recherche contemporaine, c'est l'émergence de la linguistique cognitive. La première linguistique cognitive, c'est celle de Gustave Guillaume, alors que la linguistique cognitive, on l'a fait naître dans les années 50 sur les campus américains, au MIT avec Chomsky, et puis après dans les années 80 en Californie, à Berkeley, avec des gens comme Lakoff, Fauconnier, Turner, etc. Il y a quelque chose de précurseur, disons, dans cette approche de la linguistique via des opérations cognitives, et vous allez voir un petit peu dans ce que je vais vous présenter tout à l'heure, comment matériellement ça se traduit. Alors, après ce premier livre, 10 ans après, donc, il y a la publication de l'ouvrage le plus célèbre, le plus commenté, le plus influent, Temps et Verbe. Hein, Temps et Verbe, théorie des aspects des modes et des temps. Toutes les théories contemporaines, par exemple sur le français notamment, hein, de l'aspect, du temps, etc., viennent de là. Hein. Même les travaux les plus récents, par exemple ceux de Gosselin, s'inscrit, prolonge, modifie, etc., mais tient compte forcément de cette publication très importante, hein, qui a d'ailleurs suscité beaucoup de controverses. Il y a eu des combats féroces dans la revue Le Français moderne entre les partisans de Guillaume et ses adversaires, etc. Bref, on n'a pas le temps d'entrer dans ces détails. C'est notamment à partir de ce moment-là que tous les linguistes savent que le conditionnel est un temps de l'indicatif et pas un mode. C'est une aberration totale de dire qu'en français, le conditionnel est un mode. Hein.
chose qu'on entend, qu'on enseigne parfois, qui traîne encore dans toutes sortes de publications, y compris d'ailleurs dans le dictionnaire de l'Académie. Bon, donc je vous en dirai un mot tout à l'heure. Alors ensuite, on ne va pas détailler, mais vous voyez, je vous ai donné sa bibliographie parce que d'abord, il y a peu d'articles. Hein, une carrière d'universitaire à cette époque-là, ça ne signifiait pas qu'à 30 ans, on avait publié 30 articles, hein, ce qui est le cas aujourd'hui pour les jeunes chercheurs. Donc, c'est surtout pour vous montrer que les titres indiquent tout cet aspect psychologique ou cognitif dans la linguistique de Gustave Guillaume. Vous voyez, son article de 1933, d'ailleurs, il paraît dans une revue qui s'appelle Journal de psychologie normale et pathologique, immanence et transcendance dans la catégorie du verbe, esquisse d'une théorie psychologique de l'aspect. Hein. De même, thème de présent et système des temps français dans le journal de psychologie normale et pathologique. Bon. En 1938, ça c'est une date importante, Guillaume, ce sera le seul poste universitaire qu'il occupera, est nommé chargé de conférences à l'école pratique des hautes études, donc en gros vacataire, hein, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a un métier à côté, il faisait je crois plus ou moins de la comptabilité ou des choses comme ça, et en fait il a une charge de cours, il fait 2 cours dans l'année, et c'est à partir de là que son enseignement va être diffusé. Bon, ensuite, il y a toutes sortes d'autres publications, hein, vous voyez, toujours avec des esquisses d'une théorie psychologique de la déclinaison, toujours cette dimension psychologique. Je parlais tout à l'heure du français moderne, vous voyez, beaucoup de publications dans le français moderne, qui est une revue qui existe toujours, bien sûr, qui est peut-être je crois, la plus ancienne revue de linguistique française. Et en 1945, son 3e livre, L'architectonique du temps dans les langues classiques, en fait, où il prolonge ce qu'il avait écrit déjà dans Temps et Verbe, mais en s'intéressant cette fois-ci au grec et au latin. Bon, ensuite, il y a une série d'articles et une carrière qui va vers des réflexions de plus en plus abstraites. Vous voyez, à la fin, le dernier article qu'il a publié, c'était dans Les études philosophiques, observation et explication dans la science du langage, qui est un article très ardu du point de vue théorique, assez passionnant, mais très très spécial, très particulier. Donc il y a une espèce de montée en épistémologie dans la carrière de Gustave Guillaume. Alors il meurt en 1960 en laissant un très grand nombre de feuillets manuscrits, donc d'inédits. Ces inédits ont été déposés et sont encore au Canada, à Québec, à l'université Laval. Donc 60 000 feuillets. Alors pourquoi l'université Laval? Bon, je pense que c'est une supposition, hein, que Guillaume n'a quand même pas été très très bien traité par l'université française, puisqu'on l'a laissé en gros enseigner dans un placard pendant toute sa carrière. On ne lui a pas donné une place à l'université alors que c'est un des plus grands linguistes du XXe siècle. Donc il a préféré, plutôt que léguer son œuvre à la France, la léguer à Québec, au Canada. Donc les inédits sont toujours déposés là-bas, et en 1969, on a commencé à publier donc, les leçons, c'est-à-dire les cours, ce qu'on appelle les leçons dans le vocabulaire des Guillaumiens, les leçons, c'est-à-dire les cours qu'il avait fait à l'école pratique des hautes études, à partir, donc je vous disais, de l'année, c'était quand? 1938, voilà. Donc on commence à publier ces leçons, et en 69, un peu avant, en 1964, il y a un volume Langage et sciences du langage qui paraît et qui est en fait le recueil de tous les articles qu'il a publiés dans toutes les revues. Donc c'est un livre qui doit faire, je sais pas, entre 250 et 300 pages et qui rassemble tous les articles qu'il a publiés. Ce livre a été réédité, hein, là j'ai mis la date de première édition, mais il a été réédité plusieurs fois. En 1973 paraît Principes de linguistique théorique, qui est un petit volume très bien fait par Roquevalin, donc, qui était donc, le légataire de Gustave Guillaume, un disciple de Gustave Guillaume et donc
le légataire de ses écrits. Et donc il a pris, comme il avait les manuscrits, il a pris des passages intéressants des leçons, de courts passages d'une page et demie, et il a construit tout un recueil qui permet d'accéder assez vite aux idées générales, aux grands principes de la linguistique guillaumienne. Donc c'est en général, si vous vous intéressez à cela, si vous voulez travailler sur Gustave Guillaume en master par exemple, à supposer que vous ayez cette idée étrange mais tout à fait bonne, eh bien c'est le livre à conseiller en premier. C'est le livre le plus abordable de Guillaume, Principes de linguistique théorique, avec temps et verbe. D'ailleurs temps et verbe c'est tout à fait lisible, mais Principes de linguistique théorique, ça permet d'avoir une vision un peu plus large de sa théorie. Et puis ensuite, on a continué à publier 4 livres, vous voyez, en 2003, 2004, 2007 et jusqu'à 2018. Vous voyez, jusqu'à 2018, donc il est mort en 60, je vous rappelle, en 2018, on publiait encore des inédits. Bon, je crois que tout a été publié maintenant. Donc 4 livres qui étaient, en fait, où quand même il y a beaucoup de reprises, il y a beaucoup de répétitions par rapport à ce qui est déjà dans les leçons, mais il y a quand même une unité qu'on n'a pas tout à fait dans les leçons de Gustave Guillaume. Les leçons, c'est très intéressant parce que vous avez l'impression de suivre les cours de Guillaume. Bon, alors, je signale du point de vue de la documentation qu'il existe une base de données Gustave Guillaume, donc qui a été faite par un chercheur coréen. Alors là aussi c'est très bizarre, mais là il y a une autre base de données qui est en cours de fabrication faite par des chercheurs français, mais pour l'instant elle n'est pas encore accessible. Ça c'est une base de données très très intéressante qui, vous voyez, vous pouvez entrer par exemple vous entrez, je ne sais pas moi, attribut, et vous trouvez la liste de tous les textes parmi la base numérisée dans lequel Guillaume a parlé de la notion d'attribut. Donc ça permet d'aller assez vite quand on fait un mémoire de linguistique sur tel ou tel sujet, de savoir assez vite si Guillaume en a parlé, qu'est-ce qu'il en a dit, etc. Sauf que, évidemment, pour comprendre, il faut quand même être initié à la théorie. Alors le problème de cette base de données, c'est qu'elle est incomplète. Il y a une partie de l'œuvre, mais pas toute. Bon, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut maintenant qu'on a que tout a été publié, il faut refaire une base de données. Il y a aussi le site de l'Association internationale de psychomécanique du langage. Donc il y a une association qui organise tous les 3 ans, je crois, il me semble que c'est tous les 3 ans, un colloque international. Et il se trouve que, vous voyez, en 2025, là, le prochain colloque a lieu à la Sorbonne. C'est moi qui l'organise, là, avec des collègues. Donc, vous êtes les bienvenus, si vous êtes disponibles. 12-13 juin 2025, à la salle des actes. Vous pouvez noter ça sur vos tablettes. Si ça vous amuse de voir à quoi ressemblent les guillaumiens contemporains, eh bien, vous aurez un bel échantillon à ce moment-là. Ensuite, je signale quand même, c'est pareil, c'est dans la perspective des masters, je vous en dirai un petit mot aussi tout à l'heure, que sur ce site, il y a des données très très précieuses qui sont tous les actes, donc il y a les textes complets de tous les colloques internationaux qui ont eu lieu depuis le premier, dont j'ai oublié la date, qui devait être dans les années 70. Et là, il y a tous les actes publiés, donc ça permet de voir un peu l'évolution de la pensée des guillaumiens. Et une dernière ressource, c'est le fonds Gustave Guillaume, donc là où sont hébergés les manuscrits. Alors, il y avait un fonds, ce fonds maintenant il est transféré à la bibliothèque de l'Université Laval, mais voilà, il y a toujours un site avec, bon, les sites ne sont pas très développés, mais il y a quand même un certain nombre de renseignements intéressants. Alors, actuellement, il y a donc 3 livres de Gustave Guillaume, 31 volumes des leçons quand même. Je veux dire, en termes ne serait-ce que quantitatifs, il n'y a que Benveniste qui est comparable comme linguiste du XXe siècle. Donc, si vous voulez, Guillaume et Benveniste, ce sont vraiment les 2 grands linguistes du XXe siècle, mais avec une différence immense, c'est que Benveniste, lui, il a suivi tout le cursus honorum
il a eu tous les postes les plus prestigieux de l'université française, jusqu'à être professeur au Collège de France. Et donc, lui, il a la carrière parfaite. Bon, il se connaissait, Benveniste n'appréciait pas spécialement les productions de Guillaume, qui, bon, devait trouver cela sans doute un peu fantaisiste par rapport à sa propre approche, qui était beaucoup plus technique, sérieuse, de grammaire comparée, etc. Mais ce sont donc deux pensées très très différentes, deux auteurs très différents, mais qui ont vraiment marqué le XXe siècle linguistique en France d'une manière très très importante. Alors, on a donc les 31 volumes publiés des leçons, 2 recueils, Langage et sciences du langage, principes de linguistique théorique, et puis les 4 livres là qui ont été, que j'ai déjà mentionnés. Alors, entrons maintenant un peu dans le détail de la théorie. Je commence par un point qui est le point, si vous voulez, s'il y a une chose à retenir de Guillaume, c'est ça. C'est le paramètre temporel dans la linguistique. C'est ce qui est le plus original, à mes yeux le plus important, et le plus, la chose qui, dans la recherche contemporaine, n'a pas encore été exploitée suffisamment et qui pourrait peut-être, dans les années à venir, faire évoluer la linguistique de manière significative. Donc, j'ai pris un extrait de cette leçon du 3 mars 1939 qui dit la chose suivante. J'ai brièvement indiqué, en terminant ma dernière leçon, vous voyez, en fait, quand vous lisez les leçons les unes après les autres, vous avez vraiment l'impression de suivre les cours, et puis la leçon de la semaine d'après, il reprend, il fait un peu comme je fais, enfin c'est plutôt moi qui fais un peu comme il faisait, c'est-à-dire de reprendre un peu le cours de la semaine d'avant pour rappeler là où on en était. J'ai brièvement indiqué, en terminant ma dernière leçon, le principe sur lequel je me proposais d'entreprendre l'étude descriptive du système verbo-temporel français. Donc, en fait, après, il a déjà publié Temps et Verbe, donc il a déjà beaucoup travaillé sur le système verbal du français, comment ça fonctionne, hein, le verbe en français, la conjugaison, tout ça, le sens des formes verbales, et il expose le principe général. Hein. Ce principe est simple, et je tiens à le faire remarquer, extrêmement concret. C'est qu'il faut du temps à la pensée, si peu que ce soit, pour engendrer en elle le temps. Ce temps indispensable à la pensée pour engendrer en elle le temps constitue ce que j'ai appelé l'axe chronogénétique. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ça? Qu'il faut du temps pour engendrer le temps. Guillaume travaille sur le verbe, donc dans Temps et Verbe, hein, et il prend donc comme problème l'organisation du système verbal. Pourquoi en français, par exemple, il y a 2 passés? Pourquoi il y a du passé simple et de l'imparfait, hein, ce qui peut être très bizarre vu depuis d'autres langues. Quelle est la différence, hein, puisque ce sont 2 temps du passé? Donc la différence entre l'imparfait et le passé simple ne peut pas être une différence de temps, hein, puisque les 2 renvoient à l'époque passée. Bon, bref, donc il analyse, il essaie de comprendre le système entier des temps, des modes, etc. Et au cours de son analyse, donc, tout cela, c'est comment fonctionne le temps dans les langues, comment les langues représentent le temps. D'accord ? Quand on examine une forme verbale et quand on dit qu'un imparfait renvoie à l'époque passée, que le futur renvoie à l'époque future, eh bien, cela indique que les formes verbales représentent le temps d'une certaine façon. C'est une certaine représentation du temps. Toutes les langues ont des systèmes de représentation du temps ce système, il est formé de l'ensemble ce qu'on appelle les tiroirs verbaux, ou l'ensemble des temps et des modes, hein, qui sont très variables, hein, d'une langue à l'autre. Bon. Mais ça, c'est la représentation du temps. Et l'idée géniale qu'a Guillaume dès Temps et Verbe, hein, quand il travaille sur Temps et Verbe, c'est de se dire, mais la représentation, c'est un processus. Se représenter le temps, c'est un processus de représentation. Et ce processus lui-même prend du temps. Une représentation, c'est un acte cognitif qui prend
un certain temps. Pour se représenter, ce n'est pas immédiat. Hein. Si on parle d'une représentation, c'est bien que pour aboutir à une certaine représentation, il y a tout un processus pour aboutir à cette représentation. Il faut remonter du résultat au processus. Et ça, c'est vraiment l'identité, la signature de la linguistique guillaumienne. Pour n'importe quel problème, on considère que ce qu'on observe, c'est le résultat d'un processus. Et pour comprendre, il faut comprendre le processus, d'où vient le résultat. Bon. Donc, appliqué à la question du temps, ça veut dire qu'avant de se représenter le temps, pour obtenir une représentation du temps, il faut un temps de la représentation elle-même. Donc, il faut du temps à la pensée pour engendrer le temps. Alors, ce temps de la pensée, il est imaginé comme une espèce de micro-durée impossible à mesurer avec notre outillage actuel. Hein. C'est purement théorique, c'est une postulation purement théorique. Et on n'a pour l'instant aucune preuve neuropsychologique que ce temps existe et soit pertinent, parce qu'on ne sait pas comment le mesurer. Et puis, en plus, si vous voulez, les spécialistes de neuropsychologie ne connaissent absolument rien à la linguistique guillaumienne. Les spécialistes de linguistique guillaumienne ne sont pas du tout formés pour connaître le détail des processus neurologiques. Donc, c'est très compliqué de construire des protocoles de recherche qui permettent de relier les deux et vraiment d'explorer la validité de cette postulation sur le fait qu'il y aurait un temps mental qui jouerait dans les opérations linguistiques. Mais même si la chose n'est pas prouvée d'une manière scientifique en termes neurologiques, eh bien, cette chose, elle est décrite et le processus a une pertinence. Donc, pour résumer ce que je viens de dire, l'expression du temps dans les langues repose sur une certaine représentation du temps. La représentation du temps est un processus mental donc, qui se déroule dans le temps. Hein, et ce temps de la construction des représentations, c'est un temps que Guillaume appelle le temps opératif. Alors, il y a un certain nombre il y a différentes sortes de temps dans la linguistique guillaumienne. Hein. Il y a le temps opératif, c'est-à-dire le temps mental de construction des opérations. Il y a le temps réel, quand on parle, on commence à parler, une phrase, elle commence à l'instant T, elle se poursuit. Il y a le temps de la temporalité, de la diachronie des langues. Enfin, bref, il y a toutes sortes de temps, il y a toute une réflexion sur le temps dans les langues qui est très, très cruciale dans la psychomécanique du langage. Bien, alors maintenant, on va voir comment ça s'applique dans différents domaines, du plus abstrait au plus concret, si je puis dire. Donc, par exemple, le rapport entre langue et discours. Donc, en gros, la langue, c'est ce qu'on a dans l'esprit avant de parler, et le discours, c'est l'utilisation qu'on fait de la langue. Hein. C'est comme langue-parole, un peu chez Saussure. C'est la langue, même si vous ne parlez pas, vous avez la langue française dans votre esprit, par exemple, et au moment où vous parlez, vous produisez du discours, ou alors quand vous comprenez des discours, et on est au niveau du discours. Alors, vous voyez qu'à chaque fois, dans la linguistique guillaumienne, il y a des flèches qui représentent le temps. Hein. Donc là, le fait de langue, il est vu comme un processus de représentation. Il y a des actes de représentation qui aboutissent à des représentations. Alors là, il dit instituer. Pourquoi? Parce que dans une langue donnée, tout le monde aboutit aux mêmes représentations. Hein. Les représentations, elles sont reparcourues par chaque individu, mais elles sont partagées. Donc c'est en ce sens-là qu'elles sont instituées. Mais il n'empêche que c'est pas juste. Vous voyez, ça s'oppose à quoi, ce type de modèle, ce type de modélisation? Ça s'oppose à l'idée que quand on produit une forme verbale, on irait la chercher dans une mémoire, elle serait mémorisée, et on va la chercher toute faite pour la produire. Là, l'idée, c'est qu'à chaque fois, on refait un parcours. Chaque fois qu'on produit une forme verbale, il y aurait un temps mental qui ferait qu'on refait un parcours pour aboutir à cette représentation. Et puis ensuite, le fait de discours, pour arriver à l'idée exprimée, donc, où là, on a cette fois-ci des actes d'expression qui, eux, prennent aussi du temps. Et donc, ce signe-là de l'intégrale, comme en mathématiques, mais là, c'est une version un petit peu métaphorique de l'intégrale mathématique,
c'est-à-dire la totalité du langage, c'est l'ensemble du fait de langue et du fait de discours, le fait de langue consistant en des actes de représentation et le fait de discours en des actes d'expression. Alors, on peut préciser cela sur le rapport langue-discours, et là, on comprend de manière quand même un peu plus concrète à quoi ça sert, cette histoire de temps opératif. Et puis après, vous allez voir, avec les exemples qu'on va voir de l'article, du mot, du verbe, comment ça fonctionne. L'idée, une fois qu'on a compris cette idée qu'il y a, un temps de la représentation linguistique, hein, un temps de la représentation, qui est donc représenté sur cette flèche-là. Hein. Au niveau de la langue, ici, tout à l'heure, on avait la formule acte de représentation. Ici, on a mouvement de pensée. C'est un peu la même chose, c'est un peu général. C'est l'idée qu'il y a que la pensée, de toute façon, elle est un processus, donc elle est toujours en mouvement. Hein. Il y a un mouvement de pensée. Donc, un processus de représentation, si vous voulez être un peu plus précis. Un processus cognitif de représentation. D'accord ? Ce processus cognitif de représentation, en réalité, il va dans une certaine direction, il vise en quelque sorte une représentation complète des choses, de ce qu'on veut représenter, hein, mais il peut être interrompu plus ou moins tôt ou plus ou moins tard. Donc vous avez ce processus de représentation qui, s'il est interrompu très tôt, la représentation, elle est très approximative, elle est très peu élaborée, et plus on interrompt ce processus de représentation tardivement, plus la représentation est complète, sémantiquement. Donc, c'est là qu'on peut commencer à comprendre comment ça fonctionne, pourquoi il a besoin du temps. Et ça va être un paramètre de l'analyse sémantique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir comparer des valeurs sémantiques en fonction du temps de représentation que ces valeurs sémantiques présupposent. Et les interruptions sur ce mouvement de pensée ou sur ce processus cognitif de représentation sont nommées, dans le vocabulaire technique guillaumien, des saisies. On a une saisie sur des mouvements de pensée. Donc vous voyez, processus de représentation et des saisies, c'est-à-dire des interruptions du processus de représentation, plus ou moins précoces, plus ou moins tardives, selon les besoins d'expression, en fait. Alors, un troisième élément fondamental qui rend encore un peu plus concret ce principe de l'omniprésence du temps opératif, c'est l'opérateur de structure que Guillaume appelle le tenseur binaire. Alors, parfois on dit tenseur binaire radical, mais c'est le tenseur binaire, disons pour simplifier. Alors, là aussi, vous voyez, il y a des flèches, hein, à la fois des flèches, une flèche horizontale qui représente le déroulement du temps, ici, donc une flèche horizontale, et puis des flèches qui vont de U à P et de P à U. Alors, U signifie universel, P particulier. Bon, c'est un peu... si vous voulez, je ne veux pas entrer dans les détails, mais il y a un flottement entre l'universel et le général d'un côté, chez Guillaume, et puis le particulier et le singulier de l'autre côté. Mais bon, là, on mélange le vocabulaire de l'universel avec celui du général en mettant particulier, mais peu importe. Il y a du général et du particulier, si vous voulez. J'aurais dû mettre peut-être général au lieu de universel, mais peu importe. Donc, non seulement il y a des interruptions sur des mouvements de pensée, mais il y a un autre processus fondamental pour Gustave Guillaume qu'il appelle l'aptitude à contraster, c'est-à-dire cette idée que notre esprit passe sans arrêt du général au particulier, du particulier au général, etc. Et donc, ce mouvement de particularisation ou de généralisation, lui-même peut être interrompu plus ou moins tôt ou tard. Donc, par exemple, là, d'une manière très très abstraite, vous voyez, la flèche qui descend ici, de U à P, elle vise à représenter graphiquement un phénomène de particularisation, un processus de particularisation. On prend quelque chose et on le particularise. Donc on va du plus général au plus particulier. Si ce mouvement de particularisation, je l'interromps dès le début,
ben, je reste très proche de l'universel. Si je l'interromps tardivement, ce processus de particularisation, je vais être proche de la zone du particulier. Et inversement, vous avez le processus de généralisation, ici, qui va du particulier à l'universel. Et de même, ce processus de généralisation, si je l'interromps très tôt, je vais rester proche du particulier, et si je l'interromps plus tard, je vais être proche de l'universel. Ça, c'est un modèle général que Gustave Guillaume utilise dans pour décrire toutes sortes de systèmes, enfin, toutes sortes de parties du discours, si vous voulez. Et on va le voir avec l'exemple de l'article. Non, d'abord avec l'exemple du système du mot. Et puis après avec le système de l'article. Donc, comment est-ce qu'on applique le tenseur binaire radical au système du mot? Alors, qu'est-ce qu'il appelle le système du mot? C'est le fait que l'ensemble des mots d'une langue, bon, pour nous, on a vu qu'il était préférable de parler d'unité lexicale, mais peu importe, ici, donc, on parle simplement du mot, c'est-à-dire le système des parties du discours, si on veut, des différentes parties du discours. Alors, comment est-ce que Guillaume applique son tenseur binaire au système du mot? Il a cette idée que, et ça on l'avait déjà vu lorsqu'on a parlé de la différence entre les concepts et les mots, il y a donc je vais aller vite puisqu'on a déjà vu ce schéma, on part donc de l'universel de tout ce qui est pensable au particulier d'une chose, d'un concept précis qui va être pensé. Donc, j'avais pris déjà cet exemple du concept de chaise. Bon, le concept de chaise, c'est un concept spécifique. Il a une particularité. Alors, on pourrait c'est pas l'aboutissement ultime du particulier, parce que, je veux dire, il y a des sous-types de chaises, on peut toujours trouver des sous-catégories. Mais il est clair que chaise est beaucoup plus particulier au sens de la réduction d'extension que siège, par exemple, ou que objet. Voyez, donc en fait, le mouvement de particularisation, là, c'est un mouvement d'idéogénèse, donc de purement conceptuel, d'accord? Il va des choses les plus générales, être, objet, et puis ensuite objet matériel, objet pour s'asseoir, siège, chaise, vous voyez, on va de l'extension la plus grande à l'extension la plus petite. C'est en ce sens qu'on peut comprendre cette notion de particularisation ici du point de vue purement conceptuel ou sémantique, si vous voulez. Donc on aboutit à un concept particulier, mais c'est un concept, ça n'est pas encore un mot. Pour que ce soit un mot, comme je vous l'ai déjà bien expliqué, il faut qu'il y ait des propriétés grammaticales. Un concept, ça n'est pas un mot. Il n'est pas ni un nom, ni un verbe, ni rien de comparable, c'est un concept. Le mot lui-même, eh bien, il faut lui donner des propriétés grammaticales. Ces propriétés grammaticales, dans le modèle guillaumien, elles sont données selon le processus de morphogénèse, qui est un processus de généralisation, au sens où le concept particulier de chaise, il est particulier en tant que concept, mais quand il devient un nom, ben, il devient un nom comme n'importe quel autre nom, et il peut être remplacé dans une phrase par toutes sortes d'autres noms. Donc, il va dans la généralité des catégories grammaticales. Les catégories du pensable en langue, bon, ça c'est une formule un petit peu alambiquée pour dire les catégories grammaticales. Donc, à partir du moment où un concept est pourvu de propriétés grammaticales, il devient un membre quelconque, et donc à ce titre, il y a une généralisation, un membre quelconque de la catégorie grammaticale à laquelle il appartient. Voyons maintenant l'exemple du système de l'article. Donc c'est le même principe, on a toujours de l'universel au particulier, du particulier à l'universel, et cette fois-ci, ça va permettre d'expliquer la différence entre un et le, c'est surtout que ça va permettre d'expliquer quel est le sens des mots un et le en français, donc des articles de base, parce qu'il y a aussi les pluriels, etc. Mais là, on parle juste des deux articles, article défini, article indéfini. Il faudrait aussi parler du partitif, des articles pluriels, mais ça complique terriblement le schéma. Donc j'en reste à cette opposition qui est l'opposition qui est au cœur du système de l'article en français. Bon, de quel genre de constatation ça part? Ça part de l'idée que le mot un comme le mot le peuvent tous deux en fait servir à renvoyer
à des référents généraux, très généraux, ou à des référents très spécifiques. Si vous dites le président de la République a fait ci ou ça, vous visez un référent très précis. Mais vous pouvez dire aussi, d'une manière en visant quelqu'un de très précis, un député a déclaré que. Un député précis, sauf qu'on ne donne pas son nom, mais c'est quelqu'un de précis. Donc les mots un et le peuvent tous les deux renvoyer à un référent très précis, moins bien identifié dans le cas de un que dans le cas de le, mais en tout cas à une singularité, hein, à une chose unique. Bon. Mais ce qui est curieux, c'est que les mêmes mots un et le peuvent aussi renvoyer à des généralités. Si vous dites l'homme est mortel, c'est l'homme en général. C'est plus comme le président ou le député a dit que. D'accord ? Mais vous pouvez aussi, avec un, dire un enfant doit respecter ses parents, hein, en général. Donc, comment expliquer qu'on ait besoin de deux mots, un et le, en français, article défini, article indéfini, sachant qu'il y a des langues qui n'ont pas besoin d'article du tout, hein, sans parler des langues anciennes comme le grec et le latin, toutes sortes de langues dans lesquelles il n'y a pas d'article et qui se débrouillent autrement, mais en français et dans beaucoup de langues romanes, il y a au moins deux articles. Bon. Comment expliquer donc que un et le servent tous les deux à renvoyer à du particulier et à renvoyer à des généralités, à de l'universel? On suppose, parce que ça c'est vraiment un principe général, s'ils servaient exactement la même chose tous les deux, il y en a un des deux qui aurait disparu, l'histoire de la langue. Hein. Donc on suppose que ça renvoie à deux sortes de particularités et à deux sortes de généralités. Alors c'est ce qu'on voit avec ces exemples-là. Hein. Quand vous avez, vous pouvez avoir donc une interruption précoce du mouvement de particularisation qui caractérise l'article indéfini. Un enfant doit se coucher de bonne heure. C'est un enfant en général. Un enfant doit se coucher de bonne heure. C'est, si j'admets, hein, après je justifierai, mais si j'admets que la première tension qui va de l'universel au particulier, donc une tension de particularisation, correspond à l'article indéfini 1, une interruption précoce de ce mouvement de particularisation aboutit à une signification qui est très proche de l'universel ou du général, donc 1 en général. Si j'obtiens une particularisation si j'effectue une saisie plus tardive sur ce mouvement de particularisation, la saisie numéro 2 ici, j'obtiens un emploi spécifique, un enfant entra dans la salle et s'assit sur une chaise, c'est un enfant particulier, c'est une chaise particulière, même si je ne peux pas identifier précisément l'enfant comme je le peux avec l'article défini, j'ai quand même affaire à quelque chose de particulier par rapport à l'exemple numéro 1, la saisie numéro 1 de un enfant en général. Donc un enfant en général, saisie 1, un enfant particulier, saisie 2. Il y a donc bien un mouvement de particularisation et un sens qui est obtenu par une saisie précoce sur le mouvement de particularisation et un deuxième sens obtenu par une saisie tardive sur le même mouvement de particularisation. Ensuite, pour l'article défini, j'ai le même genre de processus, mais dans l'autre sens, donc, où une interruption précoce de ce mouvement de généralisation me laisse à proximité du particulier, donc avec, par exemple, dans un texte, si j'ai parlé d'un enfant, j'en parle ensuite en reparlant de l'enfant. Hein. Un enfant est arrivé, hein, l'enfant a fait cela. Bon, donc je renvoie à l'enfant dont il a été parlé précédemment. Ou alors demande à l'enfant de venir si on est dans une situation, par exemple de DX6, où la situation de l'énonciation permet d'identifier l'enfant en question. Donc c'est bien un enfant particulier ici. Hein. Et puis, si j'ai une saisie tardive de ce mouvement de généralisation, j'obtiens donc un sens de l'article le générique, l'enfant aime la liberté, l'enfant en général, donc cette fois-ci, correspondant à une saisie tardive. Alors, vous allez me dire, très bien, c'est très joli tout ça, mais vous pourriez très bien mettre les deux schémas dans le sens inverse, on obtiendrait la même chose. Hein. C'est-à-dire, on pourrait imaginer que ce soit le qui parte de l'universel au particulier et un qui parte ensuite du particulier à l'universel. Alors, comment est-ce qu'on justifie cet ordre-là?
Bon, il y a une première, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais je vous donne deux indices qui permettent de justifier. Il y a une première justification, vous voyez, ça a un sens temporellement. Hein. L'article indéfini 1, il faut vous imaginer qu'il est mentalement fabriqué avant l'article défini le, hein, puisque le temps opératif, c'est un temps de représentation, donc il faut plus de temps pour se représenter un article défini que pour se représenter un article indéfini. L'article indéfini est en quelque sorte un avant, et l'article défini est un après. Hein. Il y a un certain nombre de guillaumiens qui, pour simplifier un petit peu ce modèle trop compliqué, théorisent le temps opératif en disant il y a des choses avant et des choses après. Bon, donc là, 1 est un avant par rapport à le, du point de vue de la flèche horizontale du temps opératif. Et ça se justifie tout simplement par le fait que l'article défini le peut très bien reprendre un référent qui a été introduit par 1 avant, mais l'inverse n'est pas du tout possible. Donc il faut bien avoir déjà construit quelque chose pour les emplois anaphoriques de l'article défini. Parmi les emplois anaphoriques de l'article indéfini, il y a le cas où l'article indéfini permet de renvoyer à un référent qui a été introduit précédemment avec un article indéfini. Donc ça montre bien que, c'est un indice, disons, c'est cohérent cette idée, cette remarque, avec l'idée que le 1 serait avant le. Bon. Je finis et je réponds aux questions après. Ensuite, il y a la question des deux généralisations. Alors, ce que dit Guillaume, en général ce qu'acceptent les guillaumiens, c'est que l'article indéfini, tout en étant dans sa saisie précoce, tout en étant proche du général, vous voyez, il regarde en direction du particulier. Hein. C'est du général, mais quand même orienté vers le particulier. Alors que l'article le, lui, c'est du général, mais qui n'a pas de limite de généralité. Il peut s'étendre dans une généralité absolument infinie. L'enfant aime la liberté, l'homme est mortel, etc. Alors comment est-ce qu'on peut justifier cette idée que le 1, même quand il est dans sa saisie généralisante, regarde vers le particulier? Je prends juste un exemple concret pour essayer de le justifier. Vous êtes en train de parler à un enfant, vous voulez qu'il aille se coucher, hein, et vous lui dites, pour essayer de trouver une espèce de maxime générale qui justifie votre demande, un enfant doit se coucher de bonne heure. Un enfant de ton âge doit se coucher de bonne heure. Bon. C'est totalement crédible comme possibilité. Hein. Allez, il faut aller te coucher, un enfant doit se coucher de bonne heure. Mais est-ce que donc un enfant, vous dites une généralité, mais orientée pour le cas particulier, la personne l'enfant précis auquel vous vous adressez. C'est ça que j'appelle une généralité, mais orientée vers un cas particulier. Est-ce que dans cette situation, vous imaginez pouvoir dire « Allez, il faut aller te coucher, l'enfant doit se coucher de bonne heure ». C'est impossible en français de dire ça. C'est très, très bizarre. Hein, très bizarre. On ne dirait jamais ça. On va dire cette généralité-là dans un... L'enfant doit se coucher de bonne heure, on va trouver ça, je ne sais pas moi, dans un traité de pédagogie, de psychologie, mais jamais dans une situation qui vise un cas particulier. Hein. Vous voyez, c'est le genre d'exemple que les guillaumiens utilisent pour justifier ce type de schéma. Alors, vous aviez une question, une remarque? Non, tout de suite parce que je voulais vous demander s'il n'existe pas de cas dans lesquels un peut avoir une fonction a posteriori ou peut prendre cet aspect d'après. Ah oui, je ne pense pas. Parce hein. que j'ai pensé à l'un d'entre eux, mais... Ah oui, mais là, on n'est plus dans l'article, là. Exactement. On n'est plus dans l'article, on est dans le pronom. Voilà. Donc, bon, après, c'est le schéma de base, évidemment, de Guillaume. Beaucoup d'études ont été faites depuis, critiquées, évoluées. Il y a tout un problème de savoir. Il y a eu un débat, il y a quelques années, des débats épiques parmi les guillaumiens, pour savoir s'il existait des saisies intermédiaires. Est-ce qu'on peut imaginer, parce qu'on voit bien les traits généraux, le trait particulier, mais est-ce qu'on pourrait imaginer une saisie intermédiaire, hein, qui soit entre les deux? Bon. Alors pour l'instant, la seule solution qu'on a trouvée, c'est que ça marche, mais uniquement au pluriel. Hein. Bon, je n'ai pas le temps de développer.
Maintenant, on arrive donc au système verbal, donc à ce que Guillaume appelle la chronogénèse. Donc la chronogénèse, le processus de construction, cette fois-ci, de la représentation du temps. Donc vous allez avoir un axe chronogénétique, bon là j'ai oublié de mettre la flèche, mais avec I un point initial, M un point médian, enfin une zone médiane, et un point final. Alors, c'est simple, hein, on va retrouver le même processus, mais cette fois-ci, pas sous la forme d'un tenseur binaire, tout au moins dans la proposition guillaumienne initiale. On va avoir ce processus qu'il appelle de chronogénèse, qui est là, en l'occurrence, un nom spécifique pour le processus de représentation du temps. Hein, chronogénèse, ça veut simplement dire représentation du temps. Et ce processus va pouvoir être interrompu à 3 étapes. 3 étapes qui vont chacune correspondre à un mode. Chronogénèse initiale, médiale, finale. Et donc, on va obtenir 3 modes, et les 3 modes, c'est tout simplement, en français, la chronothèse 1 correspond au mode quasi-nominal. Alors, quasi-nominal, ça veut dire, ça renvoie à l'infinitif et aux 2 participes, participe présent, participe passé. Il y a le mode subjonctif et le mode indicatif qui correspond à la 3e saisie. Donc, ça signifie que dans le système verbal du français, dans le système verbotemporel du français, il y a 3, dans ce mouvement de représentation du temps, il y a 3 saisies possibles. Une première saisie qui est très précoce, qui va donc donner le mode qu'il appelle ici quasi-nominal, donc qui regroupe infinitif et participe. Une deuxième saisie qui va correspondre au subjonctif. Et une 3e saisie qui correspond à l'indicatif. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la représentation complète, achevée du temps, qu'on obtient au terme de la chronogénèse, c'est l'indicatif. Et c'est bien ça l'idée fondamentale de Guillaume. Il l'explique très clairement dans Temps et Verbe. Hein. C'est que, en fait, on a l'impression que le temps, c'est passé, présent, futur. Hein, que si vous demandez aux gens de se représenter le temps, qu'est-ce que c'est le temps? Évidemment, on sait, hein, c'est un problème philosophique classique. Je sais ce que c'est, mais quand on me demande d'expliquer, je ne peux pas. Hein, vous connaissez peut-être la formule de Saint-Augustin. Mais donc, sans aller dans ces généralités, ni dans la question un peu traitée par des gens comme Étienne Klein, par exemple, sur qu'est-ce que c'est que le temps, etc. Bref, là, l'idée, c'est qu'on a une représentation du temps qui est une espèce d'image commune, que ce serait passé, présent, futur. Le temps, c'est ça. Soit quelque chose a lieu dans le présent, soit dans le passé, soit dans le futur. Bon, alors Guillaume dit oui, très bien, mais ça, c'est l'aboutissement, c'est le résultat d'un processus. Pour arriver à cette segmentation du temps en trois époques, ben, il y a des stades intermédiaires où le temps n'est pas représenté d'une manière aussi élaborée. Donc, par exemple, prenons l'infinitif au mode quasi-nominal. Quand vous avez, je sais pas, écrit sur une porte « frapper avant d'entrer » à l'infinitif, hein, est-ce que cette action de frapper, elle est dans le passé, dans le présent, dans le futur? Ben, aucune importance. Elle est aussi bien dans le passé, dans le présent que dans le futur. Donc là, on a une première représentation du temps qui est une représentation du temps où il n'y a pas du tout de distinction passé, présent, futur. C'est un temps global où il n'y a aucune distinction passé, présent, futur. D'accord? Il n'y a pas les époques. Au subjonctif, il n'y a pas non plus d'époque. Quand on dit « je regrette » ou « je souhaite qu'il parte », bah, c'est un souhait. Peut-être que ça aura lieu dans le futur, mais ce n'est pas comme si on disait « il partira ». On n'inscrit pas le procès. Donc, il n'y a pas encore d'époque non plus au subjonctif. Pour diverses raisons, Guillaume considère que c'est un stade un peu intermédiaire, notamment parce que là, au subjonctif, apparaît la personne, hein, alors qu'au mode quasi-nominal, infinitif, participe présent, participe passé, il n'y a pas de personne, il n'y a pas de je, tu, il, etc. Hein, il n'y a pas du tout de personne. Donc, c'est vraiment le stade, s'il n'y a pas de personne et puis pas du tout de représentation du temps, c'est vraiment le stade le plus global, une représentation qu'on dit parfois indivise du temps. Il n'y a aucune division, il n'y a pas de séparation, c'est un temps global, une espèce de temps infini. Bon.
au subjonctif, il y aurait commence à avoir une orientation parce qu'il y a la personne comme une espèce de support temporel qui apparaît, mais il n'y a pas encore les époques. Il n'y a qu'à l'indicatif qu'il y a vraiment des époques. Hein. Donc il y a du temps à proprement parler que à l'indicatif. Oui. Alors, je ne peux pas vous répondre. Là, ce serait beaucoup trop long parce que ça veut dire qu'on va entrer dans la théorie des personnes, mais je peux vous répondre d'une façon, si vous voulez, en partant du résultat, quoi. C'est-à-dire, quand vous considérez la différence entre le mode... Si vous partez de l'idée, là, il y a une idée qu'on peut accepter sans aucun problème, c'est qu'il n'y a pas du tout de représentation du temps passé, présent, futur au subjonctif. Alors, bien sûr, on dit subjonctif imparfait, mais en fait, c'est une étiquette totalement aberrante. Le subjonctif imparfait, il n'est pas plus passé. À chaque fois, ce sont les événements dits au subjonctif, ils sont dans des mondes possibles. Ils ne sont jamais ni dans le passé, ni dans le présent, ni dans le futur. Donc on peut accepter parfaitement l'idée qu'il n'y a pas de représentation du temps au subjonctif. Ça, on est d'accord là-dessus. Donc ça met dans le même bloc quasi nominal et subjonctif comme étant, il n'y a pas de représentation des époques passé, présent, futur. Mais qu'est-ce qui distingue le mode quasi nominal du subjonctif? Ben, c'est juste les personnes. Donc, ça veut dire qu'il doit y avoir quelque chose autour des personnes qui implique le temps. Bon. Donc, ne serait-ce que parce que quand on dit « je », c'est la personne qui dit « je » au moment où elle le dit. Vous voyez, il y a un ancrage temporel parce qu'il y a la déixis, notamment. Bon, c'est une réponse un peu courte, mais il y a toute une théorie de la personne chez Guillaume, enfin, et un système. Bon. Donc là, vous voyez, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on a une théorie claire des modes. On sait ce que c'est qu'un mode, là. Mode indicatif, mode subjonctif. Il n'y a pas, vous remarquerez qu'il n'y a pas l'impératif, parce que l'impératif pour Guillaume, alors ça aussi c'est un truc un peu discuté parmi les guillaumiens, ce n'est pas un mode en langue parce que l'impératif n'a pas de désinence propre en fait. Hein, les désinences de l'impératif, les formes de l'impératif, elles sont soit empruntées au subjonctif, soit aux mêmes formes que le présent. Donc il n'y a pas de morphologie en français spécifique de l'impératif. Ce qui fait que pour Guillaume, ça veut dire que ce n'est pas inscrit dans la langue, c'est un mode en discours. Hein. Bref. Quand vous demandez, même je sais pas, à des profs de français, etc., qui ont l'habitude d'enseigner la conjugaison verbale, les modes, les temps, la valeur des modes et des temps, qu'est-ce que c'est qu'un mode? Par exemple, on parlait tout à l'heure du conditionnel, pourquoi ce n'est pas un mode? Bah, la plupart des gens n'ont pas la moindre idée de ce que c'est qu'un mode. Bon, avec cette théorie, on a une idée précise. Un mode, c'est un type de représentation du temps. C'est un type de représentation du temps. Et il n'y a vraiment qu'à l'indicatif qu'il y a des temps à proprement parler, qu'il y a du passé, du présent, du futur. Donc, tous les termes passé, imparfait, etc., qu'on a dans le subjonctif, ou même quand on dit participe passé, ça ne renvoie absolument pas au passé. Hein. La différence participe passé, participe présent, infinitif, c'est une différence, là, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais c'est une différence d'aspect. Hein. C'est le déroulement interne du procès qui est en cause, ce n'est pas le temps. Bon, donc il y a aussi cette différence entre le temps, l'aspect, le mode. Donc tous ces concepts, temps, aspect, mode, ça c'est un des grands avantages de la linguistique guillaumienne, c'est que ça donne une vision claire de ces trois concepts. Alors que, bon, dans la grammaire traditionnelle, on a du mal, enfin, je veux dire, on ne comprend pas bien, on retient les modes comme des espèces de classement des conjugaisons, ce qui n'a évidemment aucun sens. Alors, voyez une citation là qui justifie ce que je vous disais il y a un instant, hein, pour cette figuration. Donc, la figuration, c'est la figuration du temps comme passé, présent, futur. Cette figuration dont on peut dire qu'elle porte au maximum le panoramisme du temps est la plus achevée, la plus réalisée qu'on puisse concevoir. Donc, vous voyez, c'est à l'aboutissement, à la fin du processus de chronogénèse. Mais pour le linguiste et les fins qu'il poursuit, cette image optima du temps est un instrument insuffisant. Son défaut vient précisément de sa perfection,
Ce qu'elle offre au regard, c'est du temps déjà construit en pensée. Si on peut s'exprimer ainsi, alors que l'analyse demanderait qu'on vit du temps en train de se construire dans la pensée. Il est concevable en effet que pour s'introduire profondément à la connaissance d'un objet, cet objet fût-il le temps, point ne suffit de le considérer à l'état achevé, mais qu'il faut de plus et surtout se représenter les états par lesquels il a passé avant d'atteindre sa forme d'achèvement. Vous voyez, alors ça c'est vraiment une citation, enfin en particulier la dernière phrase, très révélatrice de la perspective guillaumienne, ce que je vous disais tout à l'heure. Chaque observation doit être vue comme un résultat et il faut remonter au processus de constitution de ce résultat, sachant, attention, que ce processus, ce n'est pas le processus historique qu'il vise. Ce n'est pas du tout dire qu'il faut revenir à la diachronie pour dire que la diachronie va expliquer les formes contemporaines. Ce sont des processus cognitifs en synchronie. C'est un temps interne à la synchronie dont il est question ici. Alors, la théorie de l'indicatif, quand on va plus loin chez Guillaume, elle distingue des niveaux. Un niveau qu'il appelle alpha, un niveau oméga. Alors alpha et oméga, ça s'interprète de deux façons différentes. C'est le non accompli, l'accompli. Donc il y a une différence d'aspect. Vous voyez, j'aurais dû mettre une diapositive supplémentaire sur l'aspect. Puisqu'on a parlé du temps, du mode, donc le temps, c'est temps des époques, passé, présent, futur. Le mode, ce sont des types de représentation du temps. Est-ce que la représentation du temps est totalement indivise, moyenne ou achevée, passé, présent, futur? Et puis l'aspect, c'est la durée interne du procès. Par exemple, vous prenez marcher. Je marchais. Bon, certes, je marchais, c'est imparfait, c'est dans l'époque passée. Mais votre action de marcher, elle commence à un certain moment, elle continue, puis elle s'arrête. Je marchais. L'événement de marcher prend lui-même une certaine durée. Ça, c'est l'aspect. C'est la durée interne du procès. Ce n'est pas l'époque où se produit le procès, c'est la durée interne du procès. Bon, eh bien, la différence entre l'imparfait et le passé simple, c'est une différence d'aspect. Ce n'est pas une différence de temps. C'est pour ça qu'on se situe à deux niveaux. Et puis, même chose pour le futur et le conditionnel. Et on voit bien, quand on regarde la morphologie, c'est très important, la morphologie pour Gustave Guillaume, parce qu'il considère que, finalement, les systèmes qu'il essaye de reconstituer, parce que quand on fait la théorie de la chronogénèse, etc., c'est censé représenter le système du temps, la systématique du temps en français. Mais cette systématique, elle n'est pas visible à l'œil nu, il faut la reconstruire. Et on la reconstruit à partir de quoi? De l'observation de la morphologie. Ce sont les indices de la morphologie qui sont un peu les parties visibles de l'iceberg qu'est l'ensemble de la représentation. Et qu'est-ce qu'on remarque quand on observe la morphologie, en particulier des verbes en ER, qui en français ont évidemment un statut totalement différent des autres, parce que c'est le groupe de verbes, le premier groupe le plus vivant. On l'a vu d'ailleurs quand on a regardé quelques néologismes dans les dictionnaires. Quand il y a un néologisme, liker, tweeter, etc., c'est toujours un verbe du premier groupe, donc ils ont vraiment un statut très spécial. On voit une symétrie. On voit que le passé simple, il se termine en AI, le futur aussi, alors que l'imparfait se termine en AIS et le conditionnel en RAIS. Donc il y a un morphème R de futur et des morphèmes qui correspondent au niveau alpha ou au niveau oméga. Donc en gros, on pourrait dire que le conditionnel, c'est par rapport au futur la même chose que l'imparfait par rapport au passé simple. Il y a vraiment une... Donc on voit bien que le conditionnel, dans ce schéma, c'est un des temps de l'indicatif. Ça correspondrait à quoi comme mode? Et ce serait quoi comme représentation du temps différente? Pour qu'on ait un mode où il n'y a pas de représentation, il faut qu'il n'y ait pas de représentation du temps. Pourquoi le conditionnel dans la tradition grammaticale française est souvent vu comme un mode? Parce qu'on pense au conditionnel dans les structures hypothétiques. Si j'étais riche, j'achèterais une nouvelle voiture. Bon, j'achèterais AIS, d'accord, le conditionnel. Mais ça n'est qu'un emploi particulier, c'est un emploi modal du conditionnel. Parce que là, effectivement,
quand je dis si j'étais riche, j'achèterais une voiture, ce n'est pas du tout dans le futur, c'est une hypothèse, etc. C'est une valeur modale. Ça n'a pas plus d'inscription dans les époques que le subjonctif, par exemple. Mais c'est la même chose avec l'imparfait d'avant. Si j'étais riche, ce n'est pas dans le passé, évidemment. Donc c'est aussi un emploi modal de l'imparfait. Vous voyez, en fait, là je simplifie un peu, mais tous les temps de l'indicatif, qui donc ont pour base d'inscrire le procès dans une certaine époque, ont aussi des valeurs, ce qu'on appelle des valeurs modales. C'est-à-dire on emploie ces temps qui ont une valeur de base temporelle pour donner un autre sens. Bon, un sens modal. Bon, ben, le conditionnel, c'est la même chose que l'imparfait, il a des valeurs modales, mais sa valeur de base est temporelle. Hein. C'est un futur à partir du passé, en quelque sorte. Hein. Par exemple, si vous dites j'espère qu'il viendra, vous mettez ça au passé, ça donnait j'espérais qu'il viendrait. C'est un conditionnel qui indique du futur à partir d'un événement passé. Hein. J'espère qu'il viendra, c'est vous espérez à l'instant présent, il viendra, c'est du futur par rapport à cet instant présent. J'espérais qu'il viendrait, j'espérais c'est fixé dans le passé, qu'il viendrait c'est du futur à partir de ce passé. Donc c'est exactement pareil, mais ce n'est pas du tout modal, ce n'est pas du tout un mode comme par exemple au subjonctif, on n'a pas le choix, il n'y a pas de valeur temporelle du subjonctif. Bref, donc il y a toutes sortes d'arguments pour dire que le conditionnel, ça n'est pas du tout un mode, hein, c'est bien un temps de l'indicatif, et c'est même pas un débat parmi les linguistes, il n'y a pas un linguiste spécialiste du français qui va vous dire le contraire, pas un seul. Je veux dire, ce n'est pas une vision de l'esprit, ce n'est pas une certaine conception des choses. Hein. Et donc, si vous voulez, les aberrations, alors évidemment, ça ne va pas changer la face du monde, je veux dire, le fait qu'on dise que le conditionnel est bien un temps de l'indicatif et pas un mode, c'est pas ça qui va, je ne sais pas moi, arrêter la guerre en Ukraine. Bon, tout le monde s'en fiche, donc du coup, hein, je veux dire qu'on enseigne ça ou le contraire. Mais moi, je considère que c'est comme si on disait que les dauphins sont des poissons, pas des mammifères. Hein. Je veux dire, tout le monde s'en fiche, après tout, de savoir pourquoi on aurait on ferait l'effort de dire des choses qui ne sont pas fausses en biologie, en disant que les dauphins sont des mammifères et pas des poissons, alors qu'ils sont dans l'eau et puis bon, on pourrait dire qu'ils sont des poissons. Mais c'est la même chose pour le conditionnel, si vous voulez. Sauf que, en fait, il y a une telle instrumentalisation des questions langagières que dans la réalité, il y a une opposition en réalité entre des positions traditionnalistes et des positions perçues comme modernistes. Hein. C'est-à-dire que je peux vous raconter, je ne pense pas que je vous ai déjà raconté cette anecdote, j'ai raconté 10 000 fois, mais bon. En fait, vous savez peut-être, j'ai fait une terminologie pour le ministère avec un collègue qui est inspecteur général. Donc, c'est la terminologie officielle, normalement, qui est utilisée dans les collèges, les écoles, les lycées, etc., qui est sur le site EduScol. Et on a bien sûr, dans cette terminologie, écrit que le conditionnel est un temps de l'indicatif. Bon. Et ça a posé des problèmes un syndicat, un syndicat plutôt marqué, un syndicat d'enseignants plutôt marqué à droite, parce qu'ils estimaient que c'était non, le conditionnel, c'est un mode. On a toujours enseigné que c'était un mode, c'est un mode, hein, les linguistes. Donc, moi j'ai fait un beau rapport pour le ministère en expliquant pourquoi c'était pas un mode, mais que c'était un temps de l'indicatif. J'ai eu des échanges avec le président de ce syndicat pendant quelques échanges mails pour essayer de lui expliquer, mais il ne comprenait pas du tout. Et finalement, vous voyez, c'était devenu une querelle syndicale, c'est-à-dire les syndicats plutôt à droite, donc plutôt marqués d'une certaine forme de traditionnalisme, étaient contre le fait qu'on considère que le conditionnel est un temps de l'indicatif, au motif qu'on a longtemps enseigné que c'est un mode. Donc on ne va pas changer les traditions. C'est juste une question de tradition. Et on se fiche absolument de l'idée. L'idée même qu'il puisse y avoir un avis scientifique sur cette question, c'est ça qui est totalement exaspérant et scandaleux pour des linguistes. L'idée qu'il y ait une vérité scientifique sur cette question est complètement indifférente.
C'est quand même incroyable quand on y pense un peu sérieusement. Mais évidemment, comme la langue, tout le monde... Alors bon, dans le dictionnaire de l'Académie, je vous l'ai dit, c'est pareil. Hein, le conditionnel, c'est un mode dans le dictionnaire de l'Académie. Mais les académiciens, ils ne sont pas linguistes, évidemment. Ils ont toutes sortes de qualités. Ils peuvent être écrivains, ils peuvent être des personnes tout à fait passionnantes. Mais ils ne sont pas des linguistes. Ils ne savent pas de quoi ils parlent exactement. Hein. Et ce qui est très étrange quand même, c'est que la linguistique ne soit pas parvenue à faire entrer dans les mœurs cette idée qu'il y a quand même des approches du langage où on touche à de la réalité, que ce n'est pas chacun son point de vue, il n'y a pas une espèce de relativisme qui permet de dire que bon, ben voilà, moi, pour moi, c'est un article, voilà, c'est pas un pronom. Bon, ben, pourquoi pas, hein, je veux dire, mais vous voyez, c'est très étrange. Bon, donc, toute cette affaire du conditionnel, on est toujours là, à osciller entre le conditionnel, c'est un temps, c'est un mode, alors que depuis 1929, hein, depuis 1929 quand même, tous les linguistes savent que le conditionnel est un temps de l'indicatif. Bon. Alors, je pense que je vais m'arrêter là pour Guillaume. J'ai l'impression que mon truc là ne marche plus. Oui, alors si, je voulais quand même vous dire un tout petit mot. À partir de ce schéma, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut dériver toutes les valeurs du présent. Vous voyez, alors, il faudrait plus entrer dans les détails, hein, mais ce qui apparaît, en fait, c'est que alpha et oméga, ce sont les deux, bon, techniquement, Guillaume appelle ça des chronotypes, ce sont les deux parties du présent. Le présent, pour Guillaume, ça n'a pas de... Il est fondamentalement un point de contact, un point de conversion entre le passé et le futur. Si vous voulez, le présent, c'est le point où le futur se convertit en passé. D'accord ? C'est-à-dire que, par exemple, si je parle de « dans 2 secondes, il sera telle heure », je parle du futur, là. Je dis « dans 2 secondes, il sera telle heure ». Mais 2 secondes après, ce sera le présent, ce sera vraiment l'heure, et 2 secondes plus tard, ce sera du passé. D'accord ? Donc le présent, c'est vraiment un point où ce qui est futur à un moment donné va devenir présent et ensuite va être passé. D'accord ? C'est une vision du temps comme ça. Donc, fondamentalement, c'est un point de conversion. Mais en fait, ce point de conversion, dans les langues, il est interprété comme étant... on peut l'élargir. Et il y a du présent très large et du présent qui va jusqu'au plus étroit, qui est le pur point. Et donc, les chronotypes alpha et oméga, ce sont les deux parties du présent. Il y a une petite partie future alpha et une partie oméga. Donc, si vous voulez, à partir de ce point de conversion, on peut interpréter le présent comme étant soit vraiment un pur point de conversion du futur en passé, ou alors une zone un peu plus large qui contient une toute petite parcelle de futur, une toute petite parcelle de passé. Et c'est cet ensemble, un petit bout de futur, un petit bout de passé, qui fabrique le présent. Mais ce petit bout de futur, petit bout de passé, il peut être plus ou moins grand. Et à partir de cette description, Guillaume va réussir à décrire tous les emplois, beaucoup d'emplois du présent. Donc par exemple, quand on dit, quand on fait une saisie précoce, donc précoce, ça veut dire qu'il est seulement sur le chronotype alpha, et ensuite ça va être sur alpha et oméga. Donc saisie précoce, sur alpha uniquement, on retient uniquement le chronotype alpha dans l'essence du présent, donc le chronotype qui correspond à la valeur de futur. Et ça correspond au présent d'imminence. Quand on dit « j'arrive dans un instant », on utilise un présent, mais pour exprimer une idée future. Pour un avenir plus lointain, cette année, il passe la maîtrise, l'an prochain, il se présente à l'agrégation, qui est un exemple un peu rétro, là, avec la maîtrise au lieu du master. Donc, on a aussi des présents pour exprimer du futur. Et puis, on peut avoir aussi des valeurs modales du présent basées sur cette idée que ça représente le futur, l'emploi d'éventualité avec l'hypothèse « si tu viens me voir » et l'emploi exhortatif. Ensuite, si j'ai un présent par saisie médiane, donc cette fois-ci, je ne suis plus que sur alpha, mais j'ai alpha et oméga, eh bien, je vais avoir un présent plus ou moins large sur les deux chronotypes. Donc, soit un présent, alors le plus étroit, c'est le présent des énoncés performatifs. Si je dis « la séance est ouverte », la séance
est ouverte précisément à l'instant où je prononce la phrase. Là, c'est le temps le plus étroit. Le présent des verbes perfectifs, la bombe explose, plus étroit que le présent des verbes imperfectifs, Pierre boit une bière au café. Ensuite, on peut avoir le présent itératif de répétition, chaque jour Pierre boit une bière au café. Et puis un présent omnitemporel, Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Présent de vérité générale, comme on dit aussi. Donc vous voyez ça, tous ces présents-là, ils sont construits sur alpha et oméga. Et enfin, on va avoir des signifiés avec une saisie tardive, donc saisie tardive uniquement sur oméga, donc avec des présents qui signifient des passés en fait. Il sort d'ici pour dire il vient de sortir en fait, il est déjà sorti. Ou le présent historique qu'on trouve dans certains textes où tout d'un coup on met dans un texte qui est au passé, on met une phrase au présent pour donner un effet plus vif de réalité, etc. Donc vous voyez, là je vous donne juste cet exemple un peu rapidement du présent pour vous montrer que toutes les valeurs, et on peut faire la même chose avec le passé, avec l'imparfait, le futur, le conditionnel, etc. Le modèle de Guillaume permet d'expliquer assez bien. Bon, il y a maintenant des modèles différents, peut-être plus élaborés sur certains points, mais le modèle guillaumien permet quand même de bien expliquer un certain nombre de valeurs des temps, de les mettre en système, pas juste. Vous voyez, dans la plupart des grammaires, vous avez les valeurs du présent, valeurs de l'imparfait, et puis vous avez une liste. Vous avez une liste. Alors que là, vous n'avez pas une liste, vous avez un système. Chaque valeur prend son sens, dont il y a une logique, et il y a quelque chose d'explicable. Il n'y a pas une espèce d'arbitraire. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions sur Guillaume? Bon, c'est un peu rapide, mais ça vous donne un premier aperçu, et comme ça, vous en aurez entendu parler, et vous pourrez y revenir si ça vous intéresse un jour. Juste avant de parler du sujet de l'examen, un tout petit mot au sujet des masters. Alors, parce que là, après, on ne se revoit plus, vous aurez sans doute d'autres professeurs qui vont vous tenir le même discours que moi, mais comme je vous ai devant moi, là, j'en profite pour le dire. Dès que les examens, là, vous allez vous concentrer bien sûr sur les examens, sur les derniers contrôles continus du semestre avant les vacances, et puis ensuite sur la préparation des examens de janvier, ou des partiels, on dit les partiels ou les examens, je donne cette précision pour certains étudiants pour qui il y a une certaine confusion dans l'emploi des termes, mais bref. Une fois que les examens sont passés, là, il faut que vous réfléchissiez très très sérieusement à ce que vous allez faire l'année suivante. À partir du mois de février, si vous souhaitez poursuivre en master, il faut que vous preniez contact avec des professeurs pour savoir, des professeurs que ce soit en linguistique, plutôt en stylistique, dans n'importe quel domaine. Alors là, je parle surtout pour les étudiants qui sont en lettres modernes, en sciences du langage. Bon, en lettres modernes, vous pouvez aussi, bien sûr, faire des mémoires en littérature, mais ça ne change rien. Moi, je parle plutôt pour les mémoires assurées par les professeurs et les maîtres de conférences de l'UFR de langue française, donc, qui ont une dimension de langue importante, que ce soit linguistique au sens un peu technique ou stylistique ou autre. Il faut absolument prendre contact avec des professeurs qui correspondent au genre de sujet sur lequel vous avez envie de travailler. Alors vous n'êtes pas obligé d'avoir, vous pouvez avoir une idée un peu précise, chaque année on a des propositions d'étudiants ou d'étudiantes qui ont une intuition, qui à l'occasion d'un cours ont une idée et voudraient bien la creuser dans une année de recherche, disons en écrivant un master sur ce sujet, mais d'autres ont simplement envie de travailler, je ne sais pas moi, dans le domaine de la sémantique, dans le domaine de la stylistique, mais n'ont pas spécialement de préférence, ou alors ont une préférence pour un auteur, aiment bien tel ou tel auteur et ont envie de travailler sur tel auteur. Donc, en fonction de vos projets, il faut vous adresser au professeur le plus pertinent. Donc, vous pouvez aller regarder sur les sites des UFR, donc aussi bien sur le site de l'UFR de langue française que sur le site de l'UFR de littérature française et comparée. Vous avez la liste de tous les professeurs et les maîtres de conférences avec leur spécialité.
Et puis, dès le mois de février, hein, il faut commencer à écrire aux uns aux autres pour savoir s'ils accepteraient d'abord de vous rencontrer. Il faut solliciter un rendez-vous hein, pour discuter d'un sujet. Moi, je vous conseille plutôt de prendre un rendez-vous et de discuter d'un sujet plutôt que d'envoyer directement une proposition. Mais vous pouvez, dans votre mail demandant un rendez-vous, donner une idée de ce sur quoi vous voulez travailler. Puis à partir de là, il y a deux solutions. Soit les professeurs vous disent « Moi, je ne peux plus prendre d'étudiants en master, j'ai trop de choses sous ma direction. » Il y a des professeurs ou des maîtres de conférences qui n'acceptent pas parce qu'ils ont trop de direction, de mémoire, de thèse, etc. Bon, donc ça, vous le savez. C'est pour ça que je vous dis de vous y prendre tôt, parce qu'il est possible que vous soyez obligé de solliciter 2, 3 professeurs avant de trouver un qui accepte de vous diriger. Hein. Ce n'est pas automatique. Voilà, et puis s'il accepte, eh bien très bien, vous prenez rendez-vous, vous discutez, vous pouvez partir d'une idée et puis le professeur va vous dire oui, très bien, ok, on y va, ou alors il va vous dire ben non, ça c'est vraiment trop large. En général, c'est souvent comme ça, hein. Les étudiants proposent des sujets beaucoup trop larges, totalement infaisables en une année, donc le travail du professeur c'est de restreindre le sujet, de le recentrer sur quelque chose. Si vous n'avez pas d'idée précise, mais que juste vous voulez travailler, je sais pas, sur un auteur, ben on va vous dire oui, sur cet auteur, il y aurait ça ou ça qui serait intéressant à creuser, etc. etc. Donc ça se fait, l'élaboration du sujet, elle se fait progressivement. C'est pas forcément, le professeur ne va pas forcément vous donner tout de suite un sujet, il va vous dire, bon, on pourrait travailler dans tel domaine, lisez tel livre, tel autre. C'est pour ça qu'il faut que vous commenciez à lire dès cette année, là, à commencer à lire un petit peu des choses pour affiner un peu le sujet, de sorte que pendant les vacances d'été, vous puissiez quand même commencer à avancer, parce que c'est très court, une année pour rédiger un mémoire. Dans certaines universités, le Master 1 sert juste à faire un plan du Master 2, mais ici à la Sorbonne, on veut un mémoire complet en Master 1 et un autre mémoire complet en Master 2. Hein. Donc vraiment, il faut, dès le mois de février, dès que vous en avez fini avec les examens, commencer à prendre contact avec des professeurs si vous voulez aller évidemment dans la direction du Master. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Non? Très bien. Alors, un petit mot pour terminer du sujet de l'examen. Donc voilà, j'ai collé sur une diapositive le sujet de l'année dernière pour vous donner une idée concrète de ce que je vais vous proposer. Donc uniquement pour les questions CM. Hein. Vous voyez, les questions CM sont sur 10 points et les questions TD sont sur 10 points aussi. Et vous écrivez vos réponses sur 2 copies séparées. Il faut bien faire attention aux 2 copies séparées. Donc, première question, différence entre sens et dénotation. Deuxième question, pourquoi le sens des mots lexicaux peut-il être considéré comme étant d'une nature différente de celui des mots grammaticaux? Une citation de Saussure sur concept, image acoustique. Les différents types de phrasèmes. Comment Guillaume conçoit-il la différence entre langue et discours? Bon, donc, vous voyez, ce sont vraiment des questions qui renvoient à des points extrêmement précis du cours. Bon, évidemment, ce ne sera pas les mêmes questions cette année, hein, ça c'était les questions de l'année dernière. Donc en principe, vous pouvez répondre avec uniquement les connaissances du cours, hein, c'est déjà pas mal. Si vous avez des lectures personnelles qui vous permettent d'approfondir tel ou tel aspect, évidemment, ce sera valorisé dans la notation. Alors je précise que pour cet examen, c'est assez en général, hein, il y a beaucoup de très bonnes notes et il y a beaucoup de très mauvaises notes, parce qu'en fait, ce n'est pas du tout un examen où on peut improviser. Hein. C'est-à-dire, vous savez, vous ne savez pas. Donc, je veux dire, si vous me racontez un blabla, n'importe quoi, je sais très bien que je n'ai pas du tout parlé de ça en cours, c'est 0 tout de suite. Hein. Je veux dire, on ne peut pas improviser dans cette épreuve, on ne peut pas se baser sur ses acquis, parce que le cours que je vous propose a certaines spécificités. Notamment, vous suivez aussi le cours de Kirill Ilinski sur la sémantique. Hein. Donc ça ne sert à rien d'essayer de redire dans le cours dans mon examen ce que vous avez appris avec le cours de Kirill Ilinski, parce que je reconnais très bien, chaque année il y a des gens qui font ça. Bon, ça ne sert à rien. Hein. Il faut essayer de répondre à partir du cours et en élargissant éventuellement à partir du cours. Mais si vous avez toutes les diapositives, vous avez tous les enregistrements, normalement vous avez vraiment tous les éléments. Si vous travaillez, il n'y a aucun problème, c'est une matière où on a facilement une très bonne note. À
condition de maîtriser. Il faut rédiger aussi d'une manière correcte. Hein. Je veux dire, si vous écrivez très mal, enfin si on ne comprend rien à ce que vous écrivez, c'est évidemment à votre défaveur. Donc il faut s'efforcer de rédiger clairement et quand même de développer chaque question. Hein. Je veux dire, en principe, pour répondre à l'ensemble de l'épreuve, il faut au moins 2 feuilles doubles bien remplies. Vous voyez, c'est-à-dire il y a 5 questions. Chaque question requiert au minimum une demi-page d'explication. Hein. Si vous avez une page entière à écrire, c'est encore mieux, mais au minimum une demi-page. Hein. Si vous répondez en 3 lignes, évidemment, par exemple, vous prenez sens et dénotation. Alors on pourrait répondre en 1 ligne, hein, en disant, ben voilà, la dénotation, c'est la référence, c'est l'objet auquel le mot renvoie, et le sens, c'est la signification. Bon, bah, très bien, mais moi ce que j'attends, c'est que vous me parliez de frayeur, que vous disiez, que vous preniez par exemple vous repreniez l'exemple de Spider-Man et de... C'était quoi déjà de Peter Parker, Spider-Man, etc. Enfin, que vous mettiez un petit peu d'explication, de développement autour des questions à partir du cours qu'on a fait. Hein. Je m'arrange toujours pour poser des questions dans lesquelles il y a pas mal de choses à dire. D'accord ? Donc il ne faut pas répondre juste en quelques mots un peu bâclés. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur l'examen? Non? Bon, alors on se retrouve une dernière fois donc par Zoom, la veille de l'examen, hein, le lundi, je crois l'examen est le mardi. Vous avez le lien sur le site internet du cours, hein, sur mon site internet. Donc peut-être que je le ferai envoyer par Moodle, parce que c'est vrai que certains, en particulier ceux qui n'assistent pas souvent au cours, n'ont pas forcément le lien vers le site. Très bien, oui, une question, pardon. De toute façon, ce ne sera pas très intéressant. Moi, je ne vais pas faire de cours à proprement parler, je vais répondre aux questions. Donc, soit vous avez des questions et vous participez, vous les posez. Peut-être, oui, peut-être que je vais enregistrer, mais c'est la veille, hein, donc... mais oui, je pourrais éventuellement enregistrer le cours en Zoom. Pourquoi pas, oui, ça pourrait être utile, en effet. Très bien. Bon, merci de votre attention. Et puis, si on se revoit donc après les fêtes de Noël. Donc, je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël. Oui.